Les gardes-côtes ignoraient que ce bateau bleu étrange allait bientôt devenir le point central d'un scénario cauchemardesque. Lorsqu'ils l'ont intercepté, aucun de leurs radars n'a détecté l'embarcation métallique bleue. De plus, il y avait peu de choses qu'ils pouvaient faire pour empêcher ce qui s'est produit lorsqu'ils sont montés à bord du navire. Mais avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Au large, lors d'une inspection de routine, le navire flottant bleu a été aperçu. L'équipage l'a presque ignoré. Au début, il ressemblait à un point à l'horizon, mais l'un des gardes-côtes a pointé du doigt en disant « Les gars, il y a quelque chose dans l'eau là-bas ». Mais l'équipe s'est vite rendue compte que l'embarcation flottante était beaucoup plus grande qu'ils ne l'avaient cru au début. Au fur et à mesure que leur propre bateau s'en approchait, le radar de leur navire ne semblait pas détecter le bateau du tout. C'était un navire mystérieux. Le capitaine regarda de nouveau le moniteur, mais pour une raison inconnue, il ne montrait que leur propre bateau. Sa teinte bleue, qui se confondait presque parfaitement avec les vagues, amplifiait encore cette impression. Ils appelèrent alors l'opérateur de l'énigmatique bateau pour en savoir plus. Et, la garde côtière est là. La personne à l'intérieur du bateau bleu va-t-elle sortir pour dire bonjour? Cependant, malgré leurs appels répétés, personne ne répondit. Une tension monta, et il fallut observer de plus près pour comprendre ce qui se passait. Afin de rapprocher le bateau bleu, l'équipe lança immédiatement une corde munie d'un crochet vers lui. Mais cela ne se déroula pas vraiment comme prévu. Comme le bateau semblait petit, ils auraient dû pouvoir le tirer avec un équipage complet d'hommes puissants. Pourtant, l'objet énigmatique refusa de bouger. À la place, ils furent traînés eux-mêmes dans leur propre bateau. Qu'est-ce que c'est que cette chose? La voix du capitaine tremblait. Cet objet est plus complexe qu'il n'y paraît. Lorsque leurs deux bateaux entrèrent finalement en contact, l'un des membres de l'équipage dit « Nous n'en voyons que la partie émergée de l'iceberg ». Mais le capitaine ordonna à lui et à un collègue de mener l'enquête. Ce membre de l'équipage allait bientôt regretter d'avoir prononcé cette phrase. Le garde-côte en mission, Brendan, était appréhensif, mais il ne pouvait laisser tomber ses hommes alors qu'ils le regardaient. Il se glissa vers les petites fenêtres supérieures, posant précautionneusement ses premiers pas sur le bateau bleu. John, son partenaire, rejoignit avec lui, et ils tentèrent de regarder à l'intérieur. La vue par les petites fenêtres était cependant presque noire, et n'apportait donc que peu d'indications. Une seule option s'offrait à eux. « Il faut qu'on ouvre le navire », dit Brendan à son camarade. John acquiesça, et ensemble ils soulevèrent la trappe supérieure du bateau. Celle-ci s'ouvrit dans un grincement fort, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Le fait qu'ils ne puissent pas voir le bas ne fit qu'augmenter leur anxiété. Les deux hommes regardèrent leur capitaine, espérant qu'il les rappellerait. Mais le vieux marin se contenta de les encourager. « On est là, alors allez-y ». Brendan sortit une lampe torche de sa poche arrière et éclaira l'espace en contrebas. Les deux hommes allaient amèrement regretter leur décision de descendre dans ce bateau. Une fois en bas, John et Brendan explorèrent les lieux à la lumière de la torche. L'intérieur du navire semblait bien plus délabré que son apparence extérieure ne le laissait penser. Qui pilotait ce bateau? Il n'y a absolument personne, dit John, perplexe. À part la console centrale, qui semblait avoir connu des jours meilleurs, tout n'était que métal nu. Brendan haussa les épaules et tenta de communiquer ses découvertes à l'équipe restée dehors. Mais les mots étaient difficiles à comprendre à cause de la mauvaise connexion de son talkie-walkie. Cependant, les choses prirent rapidement une tournure inquiétante. Un grincement se fit entendre au-dessus d'eux, puis la trappe se referma brusquement toute seule. Lorsque le capitaine et les autres membres de l'équipage de la garde côtière virent cela, une panique générale s'empara d'eux. Ils tentèrent de contacter Brendan et John, mais le signal fut entièrement coupé à cause de la trappe fermée. Les deux membres de l'équipe d'enquête étaient maintenant séparés du reste du groupe et ce n'était que le début de leurs ennuis. Le bateau se mit à vibrer violemment juste après. John et Brendan remontèrent l'échelle et regardèrent leur navire d'origine avec inquiétude. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Malheureusement,
le bateau bleu semblait doté d'une volonté propre, et il commençait à s'enfoncer entièrement sous la surface de l'océan. Ce serait leur dernière chance de le voir. Malgré sa panique intérieure, Brendan fit de son mieux pour rassurer son collègue. « John, du calme. On ne coule pas, le bateau ne prend pas l'eau. » Mais ce commentaire volontaire n'eut pas l'effet escompté. Si c'est volontaire, alors qui fait ça? Brendan tenta de garder son sang-froid aussi longtemps que possible, mais les deux hommes finirent par paniquer. Ils frappèrent de leurs poings sur la trappe métallique de l'échelle, mais celle-ci restait bloquée. C'était inutile, quelques secondes plus tard, le bateau était complètement immergé. Puis une idée surgit dans l'esprit de Brendan. Ce n'est pas un bateau ordinaire, c'est une sorte de sous-marin. John hocha la tête, acceptant cette hypothèse, mais cela ne changeait rien à leur situation critique. Les deux membres d'équipage tentèrent désespérément de communiquer avec leur navire principal, mais le signal était totalement mort. L'esprit de Brendan revint au moment où ils avaient repéré ce mystérieux bateau bleu. Pourquoi ce navire était-il aussi furtif? Sa couleur bleue le camouflait parfaitement dans l'eau, et il bloquait toute communication, n'apparaissant même pas sur les radars. À quoi servait-il? Le sous-marin se dirigeait vers un endroit inconnu, avec des conséquences potentiellement graves. Les deux gardes-côtes terrifiés allaient bientôt le découvrir. En attendant, ils n'avaient d'autre choix que de patienter. Ils profitèrent alors de ce temps pour chercher d'éventuels indices à l'intérieur du sous-marin. Leur premier arrêt fut la console principale, située sur le côté nord de l'habitacle. C'est alors que John s'écria. Avec ses gros boutons robustes et les câbles partant vers l'arrière, la machine ressemblait à un objet tout droit sorti d'un vieux film. Pourtant, elle ne semblait contrôler aucune partie du vaisseau. « Par ici, il y a une porte », s'écria John. Brendan se tourna vers lui. Dans la panique, ils avaient totalement oublié cette partie du navire. John se tenait de l'autre côté du sous-marin, désignant une grande porte munie d'une poignée métallique massive. Quelle pouvait bien être son utilité? Espérant que leur force combinée suffirait à l'ouvrir, les deux hommes tentèrent de pousser la poignée vers le bas. Mais cette porte semblait trop résistante, tout comme la trappe supérieure. Alors que Brendan et John s'effondraient, vaincus, sur le sol du sous-marin, le bateau se remit à vibrer fortement. C'était la même vibration que lorsqu'il avait plongé, mais cette fois, il semblait remonter. « Il y a de la lumière qui passe par la fenêtre du haut », dit John avec excitation. Mais Brendan écarta rapidement cet espoir, réalisant que ce voyage n'allait probablement pas bien se terminer. Des bruits forts résonnaient au-dessus du sous-marin. Lorsqu'ils furent complètement remontés à la surface, quelqu'un s'approchait. « Alors mets-toi à couvert », dit Brendan à son collègue distrait. Les deux hommes bondirent de leur position assise et se cachèrent derrière la console, à l'autre extrémité du bateau. Juste après qu'ils eurent atteint leur cachette, la trappe du haut s'ouvrit. Trois individus descendirent alors et se dirigèrent vers la porte verrouillée. Brenda observa prudemment depuis son coin et vit comment ces individus à l'allure douteuse accédèrent au compartiment scellé du sous-marin, sans utiliser aucun outil. Mais à leur sortie, ils transportaient des objets très lourds. Qu'était cet endroit? Et que retiraient-ils de là? Brendan tentait de comprendre, son esprit tournant à toute vitesse. Ces hommes, grands et costauds, faisaient de fréquents allers-retours, transportant des dizaines d'objets lourds vers la surface. Brendan et John eurent la chance de ne pas se faire repérer pendant toute cette longue opération. Cela ne signifiait pas pour autant qu'ils étaient en sécurité. Une fois les individus partis, un silence pesant s'installa à l'intérieur du sous-marin. John et Brendan n'osaient pas parler. Mais ils constatèrent tous deux que les hommes avaient laissé la trappe supérieure ouverte. Ils comprirent aussitôt que c'était leur chance de s'échapper. Sachant exactement ce qu'ils devaient faire, les deux hommes grimpèrent à l'échelle, Brendan en tête. Une fois à l'air libre, les gardes-côtiers sentirent la fraîcheur de la brise marine sur leur visage. Mais ce n'était pas tout. Les deux hommes furent immédiatement stupéfaits par l'endroit où se trouvait le bateau. Il n'y avait aucune terre à l'horizon. Ils étaient en plein milieu de l'océan.
Mais au-dessus d'eux se trouvait une immense plateforme pétrolière, soutenue par 4 énormes piliers flottants. Bon sang. Où est-ce qu'on a atterri avec ce navire? Dit John d'une voix tremblante. Brendan et John commencèrent prudemment à grimper la longue échelle qui reliait le sous-marin à la plateforme principale au-dessus. Et une énorme surprise les attendait une fois là-haut. Il y avait une intense activité sur la plateforme. Des ouvriers transportaient des caisses, et des machines déplaçaient du fret de gauche à droite. John et Brendan se mirent à couvert derrière de grands conteneurs, tentant de déterminer leur prochaine action. Il était évident qu'aucun forage pétrolier n'était en cours ici. Mais alors, à quoi servait cette plateforme flottante? Les deux hommes avancèrent discrètement à travers la zone. Ils faillirent se faire repérer à plusieurs reprises. À un moment donné, John trébucha sur un câble mal fixé, ce qui attira l'attention de 2 travailleurs qui faillirent les apercevoir. Mais finalement, il parvint à traverser la plateforme sans être repéré. Tout ce furtivisme leur permit enfin d'assister à la grande scène. Accroupi derrière un gros conteneur, Brendan aperçut un homme âgé, visiblement dans la soixantaine. « Ça doit être le chef », murmura John. L'homme était bien mieux habillé que les autres présents sur la station. Les 3 individus vus plus tôt déposèrent une pile de colis lourds à ses pieds. Ils virent alors le chef ouvrir un des paquets, déchirant le papier aluminium, pour révéler une énorme liasse de billets. John et Brendan comprirent qu'une activité illégale était en cours. Mais dans ce cas précis, ils étaient seuls et isolés. Ils ne pouvaient qu'observer. Leur attention fut alors attirée par un autre détail, le chef fit un signe de la main, et quelque chose fut amené depuis l'arrière. Un paquet tout aussi volumineux fut posé à côté de l'argent. Celui-ci contenait un couteau planté à l'intérieur et une substance était accrochée à la lame. Les yeux de Brendan et John s'écarquillèrent. Ils connaissaient cette matière. En tant que garde-côtiers, ils avaient déjà saisi plusieurs substances illicites. Et celle-ci était sans aucun doute une sorte de drogue en poudre. Mais les quantités qu'ils voyaient aujourd'hui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient connu. Brendan avait déjà participé à une importante saisie, mais ce seul paquet en contenait probablement plusieurs fois plus. Et tout indiquait qu'il y en avait encore beaucoup d'autres à l'arrière.